Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert des plantes aussi dans le domaine de la santé, avec les compléments alimentaires Biosens en grande surface et BioPure, la naturopathie pour tous en para, pharmacie et magasin bio. Merci à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Aujourd'hui, mon invité aide les personnes à restaurer leurs écosystèmes internes. Il est kiné, ostéopathe, coach, formateur et spécialiste des traumas et programmations inconscientes qui sabotent nos potentiels. Il est auteur d'un livre, Le déploiement intégral, et s'est donné pour mission d'aider les humains à changer de système d'exploitation interne pour déployer leurs ailes à travers l'approche de sa méthode NSQ pour néo-somato-quantique, dont il va tout nous dire. Avec ses 40 000 heures de séances en 23 ans avec des patients, il a une grande profondeur d'expérience. Je suis heureuse de découvrir et d'accueillir Joachim Robert-Froid. Bonjour Joachim. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce que le déploiement intégral, titre de ton livre ? Alors, le déploiement intégral, à l'inverse du développement personnel, puisqu'on est dans la grande mouvance du développement personnel, déjà l'idée de se développer et personnellement, je trouvais ça fort égotique. Et donc, je préfère l'idée de partir de quelque chose que nous avons besoin de laisser fleurir en nous, qui est déjà là. Donc, je ne vais pas devoir développer, mais juste laisser se déployer jour après jour. Et intégral, parce que chaque jour étant unique, ce que je peux déployer aujourd'hui n'est pas ce que je peux déployer hier ou demain. Voilà. D'accord. Et en même temps, tu parlais de l'aspect gothique. On a besoin de l'ego. L'ego est une boussole bien utile. Alors, l'ego, oui, effectivement, je ne suis pas contre l'ego, mais c'est vrai que quand on imagine, par exemple, que demain, si j'ai fait tel parcours, je vais être plus, plus épanoui, plus heureux, etc., etc., eh bien, on se coupe déjà du bonheur qui est en nous. Donc, l'ego, il est quand même aussi bien, même si on peut le prendre comme une boussole, on peut le prendre à la fois aussi comme un éternel insatisfait. Alors, ça peut nous pousser à aller plus loin, mais en même temps, ça peut nous couper de ce qui est là et de ce qui est présent. Donc, c'est dans ce sens-là. En même temps aussi, ce qu'on peut observer, quand même, après beaucoup de stages, etc., dans le développement personnel, eh bien, je ne sais pas si les auditeurs ont fait des stages aussi, eh bien, quand on se présente tous au début d'un stage, on voit l'ego qui est à l'œuvre. On dit, voilà, moi je suis passé par là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et plutôt que de dire simplement se déposer, pourquoi nous sommes là, dans l'instant. Voilà. C'est dans cet aspect-là que je trouve que déploiement intégral, dans intégral, tu as aussi intégrité. Oui. Et donc, eh bien, c'est pouvoir déployer toutes les facettes de soi-même, aussi bien l'ombre que la lumière, et pas juste le côté lumineux en moi. Je cache tout ce qu'il y a, je dirais, de non abouti, etc. Et puis, ben, j'essaye de développer quelque chose. Ma lumière coûte que coûte, quoi. La lumière coûte que coûte. Et ça, on va y revenir effectivement pendant l'interview sur comment accueillir ces deux parts finalement en nous. Est-ce qu'on peut se libérer définitivement de nos traumas et de ce que tu appelles nos bugs ? Qu'est-ce que nos bugs d'ailleurs ? D'accord. Alors, les traumas, déjà, il faut pouvoir définir aussi ce que c'est qu'un trauma. Hein. Donc, un trauma, c'est quelque chose qui va produire une sidération dans mon système neurologique. Le système neurologique d'adaptation,
eh bien, il permet de fuir ou de combattre. Et puis, à partir du moment où on ne sait pas où fuir ou combattre, même si on n'est plus dans la savane, on est bien dans la jungle des villes, c'est un peu dans différent. La jungle urbaine. Dans la jungle urbaine, eh bien, à un moment donné, on peut être sidéré. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait plus agir. À ce moment-là, il y a un petit court-circuit qui se produit, ou un gros court-circuit. Ça peut être, bon, évidemment, si c'est une agression, un viol, etc., mais on sait bien que le système rentre en sidération et c'est extrêmement fort. Mais ça peut être aussi des petits court-circuits qui peuvent arriver dans le système nerveux et dans le système énergétique. C'est pour ça que je travaille en psycho-énergétique. Eh bien, par exemple, le fait de vivre la honte face, je dirais, à un public, l'estrade d'une école, le professeur de gymnastique, etc. On peut aussi, on a envie de partir, on a envie de s'enfuir, mais on ne peut pas parce que le code de l'école nous en empêche et on ne peut pas non plus se mettre en colère, donc on se sidère. Donc les traumas, ce sont tout ce qui vont créer des sidérations qui vont bousiller nos capacités d'adaptation. D'accord. En même temps, à cause des traumas, on fait notre système quand il rentre en sidération, il fait une image de la situation, des bruits, etc. Il en fait une empreinte émotionnelle, une empreinte psychique, et donc il va geler, il va cristalliser ce moment-là. Ça va vraiment être une empreinte qui fait que quelque part, ça va modifier notre perception du monde et notre perception de nous-mêmes. Donc les traumas, ce sont tous ces petits bugs qui vont empêcher notre système d'exploitation de s'adapter. Parfait. Alors justement, tu parles de système d'exploitation et tu parles de le reprogrammer, du système même d'exploitation de la conscience et de notre mental. Alors ça fait un peu peur vu comme ça parce que ça fait un peu informatique. Est-ce que c'est la même chose que la reprogrammation neuronale ? Et puis déjà, conscience et mental, c'est pas tout à fait pareil. Alors est-ce que tu peux nous donner des éclaircissements ? Oui, alors effectivement, je pense que c'est assez important de dissocier la conscience du mental. On peut être conscient de ses pensées, mais on ne peut pas avoir de pensée sans conscience. On peut être conscient de ses émotions, de ses sensations physiques, des sensations vibratoires, etc. Donc la conscience n'est pas le mental. Maintenant, quand la conscience est fortement identifiée, et c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une réactivation traumatique, c'est-à-dire qu'un contexte qui nous rappelle quelque chose qui nous a touché, blessé ou traumatisé, eh bien, hop, automatiquement, on va se réidentifier. Ça veut dire qu'on fait corps avec l'événement, c'est ça ? C'est ça, on fait corps avec l'événement. On le prend pour soi, comme on pourrait dire tout à fait naturellement. Oui. À partir du moment où on le prend pour soi, bien on est dans la subjectivité et on n'est plus dans une malléabilité, dans une objectivité. Et en gros, bien tout ça, ça provient de tous ces petits traumas qui ont finalement reprogrammé notre structure de base et qui l'ont altéré. Donc oui, on peut en sortir progressivement, mais à condition de ne pas en faire... on ne part pas en croisade autour de ces traumas. Oui. Il faut rester simple, naturel et en libérant petit à petit toute une série, je dirais, de programmations, on retrouve de la clarté. Dans le bouddhisme, par exemple, on parle de l'ignorance sur les voiles de l'esprit, la pure nature de l'esprit. Eh bien, si tu veux, elle est tout à fait claire. Elle est dans la clarté. Elle voit les choses telles qu'elles sont. Et puis, à cause des voiles de l'ignorance, de l'identité, et qui sont dus à tous ces petits traumas, eh bien, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Et donc, on s'y attache, où on est dans la répulsion, et tout ça va perturber notre manière d'être au monde, notre bonheur. Alors justement, toi qui es ostéopathe, qu'est-ce que le corps dit de nous, de nos traumas ? Quelle est sa véritable nature et constitution ? Le corps ne peut pas mentir, en fait. Oui, tout à fait. Alors, le corps ne ment pas, on le voit au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher avec le corps.
il y a déjà les micro-expressions faciales, hein, donc. Oui, tu en parles dans ton livre, effectivement. Voilà. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Oui, il y a des études qui ont été faites, notamment par des anthropologues, par des psychologues, etc. Et on a vu que c'était universel pour tous les peuples du monde. Donc, la colère s'exprime par la contraction d'un muscle, la peur par la contraction d'autres muscles, etc. Et tout ça, ça va pas rien que sur notre visage, ça s'imprime également dans notre corps. Alors, ces tensions-là, eh bien, elles sont révélatrices de quelque chose. Si on veut bien les voir, les accueillir, les écouter, on peut s'en servir pour bien libérer et se déployer. Mais il est clair que quand quelqu'un triche avec ou essaye de tricher avec son état d'être pour celui qui a un œil aguerri, on le voit directement. Toi, tu vois dans les formes des corps, justement, ce que le corps dit de nous ? Oui, dans la forme du corps, dans le visage, Ouais. dans l'intonation de la voix, dans tout ça, ouais. Ouais, ça c'est vraiment l'expérience qui parle. Oui, c'est l'expérience qui parle, mais je pense que nous avons toutes ces capacités parce que en tant qu'enfant, on a envie d'être aimé, on n'a pas envie d'être rejeté, et donc on décode très très vite finalement. Intuitivement, je pense, tous, hein. D'ailleurs, effectivement, on s'aperçoit que l'œil voit très vite quand il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme, typiquement. D'accord. Quelqu'un qui a une couleur de cheveux particulière ou quelque chose un détail qui n'est pas habituel, on va le repérer tout de suite. Alors peut-être que si on développe tout ça, on peut effectivement ensuite mieux analyser les formes corporelles au-delà de l'intuitif. Toi, c'est ce que tu fais ? Oui, ce que moi j'essaye de faire, enfin en tout cas, c'est vraiment de réunir à la fois. En fait, il y a une cohérence toujours entre comment je vois le monde, comment je ressens le monde, donc ce que j'en pense, comment je me vois, comment je pense être perçu par l'autre, va automatiquement conditionner mon état d'être et les émotions que je vis. Et ça va donc modifier ma posture, effectivement, parce que si je me vois comme quelqu'un qui est prêt à affronter les choses, je n'aurai pas la même posture que si je me vois comme quelqu'un qui ne peut pas les affronter ou qui se sent écrasé par le monde, etc. Donc moi, j'essaye en fait de voir de percevoir, hein, parce que c'est pas juste avec les yeux, c'est aussi avec le toucher, oui. De percevoir dans l'être ou qui est en thérapie ou qui est en stage, eh bien là où sont les dualités. Oui. Le toucher ou même une forme de clairvoyance d'ailleurs, peut-être. La clairvoyance. Il y a l'intuition. Oui, il y a l'intuition, tout à fait. C'est quelque chose qui se manifeste, je pense, qui est là, hein, comme un sens premier, mais que l'on va effectivement développer au fur et à mesure qu'on l'utilise, quoi. Oui. Et ce qu'on peut voir, c'est que bien il y a l'être dans son unicité, donc dans son unité et dans sa singularité, et on peut voir tout ce qu'il y a comme croûte autour qui vont créer des dualités et qui l'empêchent de s'exprimer en tant qu'être singulier. Parce que moi je parle beaucoup de singularité, c'est quelque chose qui me paraît évident. Nous sommes tous des flux en chemin, hein. Nous sommes issus de quelque part et nous allons vers quelque part. Et malgré tout, nous sommes tous singuliers, tous uniques. Mais ce côté singulier, s'il est brimé par des traumas, par des conditionnements, etc., il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas se déployer. Et je trouve que c'est quand même dommage d'être comme une fleur qui vient mais qui ne va pas s'ouvrir à fond. Voilà. Alors justement, tu en es arrivé là parce que tu parles d'aligner notre plan de conscience avec un champ quantique d'information. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en ce sens, ou simplement suivre ce flux qui est un mouvement évolutionnaire qui peut être ce grand mouvement du Big Bang, hein, qu'on imagine. Hein. Après, quelle qu'en soit la source, peu importe les croyances de chacun, mais je dirais qu'on se place dans ce flux évolutionnaire. Il n'y a qu'à être, ou on peut quand même faire quelque chose. C'est une question très profonde et je n'aurais pas, je pense, la prétention de pouvoir y répondre. Je peux donner quelques pistes simplement expérientielles.
si on observe, tout est flux. Donc rien n'est jamais arrêté, tout est en mouvement, tout est interdépendant. Et moi-même, et toi, et tous les auditeurs, nous sommes des flux qui sommes en mouvement. Donc, par là, il y a toute une série de choses qu'on ne contrôle pas. Et que nous devons accepter de traverser, comme tous les flux. En même temps, si on les traverse, je pense que la direction du regard est probablement la chose la plus importante. C'est probablement une des meilleures clés. Si je vois quelque chose qui est déplaisant, mais que mon regard peut observer l'opportunité qu'il y a derrière, alors j'ai la force, je retrouve de l'énergie, le courage de dépasser cette épreuve. Si par contre, j'observe tout ce que j'ai perdu, etc., bien finalement, je vais m'embourber dans la situation et ça va être de plus en plus lourd. Donc, pour moi, je pense que oui, effectivement, s'aligner avec le champ quantique, c'est-à-dire que il y a des informations, nous captons ces informations, et si on peut les décoder quelque part, bien, on est toujours plus proche de l'opportunité plutôt que de la complainte. Voilà. Oui. C'est ça que tu appelles aussi activer des nouvelles séquences de codage épigénétique ? Oui, on a découvert qu'en modifiant nos comportements, notre mode de vie, que ce soit alimentaire, hygiène de vie, mais également notre mode de pensée, quand on est dans un environnement différent, il y a des activations épigénétiques qui se produisent. Eh bien, en libérant non seulement les traumas, mais en libérant également tout ce que la conscience a cristallisé comme vision du monde, vision de moi, vision des autres, etc., eh bien, on change ce qu'on appelle de mindset, d'état d'esprit. Et je dis toujours, bien, changer d'état d'esprit, c'est trouver la solution. Oui. Et en même temps, parfois... on aimerait vouloir changer quelque chose, et ce mot « vouloir » est dit exprès, un peu de manière provocatrice. On veut, mais on ne peut pas. Concrètement, comment justement dépasser ce stade ? Oh, c'est une question très profonde. On le veut, on ne peut pas. Il y a plein de choses qu'on voudrait, mais auxquelles on n'y arrive pas. Par exemple, je vois mes peurs, je vois mes angoisses. J'aimerais qu'elles ne soient plus là, je voudrais pouvoir les accueillir pour justement ne pas les éloigner. Je vois qu'elles font partie de mon ombre, j'aimerais accueillir ça, mais c'est compliqué. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ? Très bonne question. Donc effectivement, on aimerait bien tous pouvoir arriver à faire ce dont on parle. C'est pas nouveau ce qu'on est en train d'échanger. Ce qui change fondamentalement tout, ce sont les processus. En néosomatoquantique, on a des process, donc on suit des procédures. Donc, par rapport, si je me suis confronté à un trauma ou une empreinte traumatique, je vais appliquer tel processus et le process va libérer l'empreinte de lui-même. Donc, ben, finalement, quelque part, c'est comme des routines informatiques. Si on doit accomplir une tâche, on a un process. Même chose par rapport, si mon état d'être est assez, on va dire, en tension, plutôt que de lutter contre, on pourrait appliquer par exemple une méditation de pleine conscience et des choses comme ça. Hein, il y a d'autres techniques qui existent. Mais les process psychoénergétiques en néosomatoquantique, eh bien, c'est un peu comme des rayons laser, quoi. C'est-à-dire que tu as telle situation, tu la traverses en suivant cette procédure. Au départ, tu dois apprendre les procédures. Oui. Mais après, ça devient comment dire, une espèce de jeu, parce que c'est toujours aussi un jeu de flux, et puis on reconnaît les choses. Et en fait, ça accélère, quelque part, ça accélère l'éveil de la pleine conscience. Voilà. Oui. Alors justement, puisque tu parlais de ton approche, le néosomatoquantique, est-ce que tu peux nous la décrire un peu plus, et qu'est-ce qu'il y a dedans, même comme type d'outils, et pourquoi tu en es arrivé là ? C'est vrai que dans ton livre, tu passes aussi en revue un petit peu toutes les techniques de développement personnel ou même la psychiatrie. Est-ce qu'elles ont échoué finalement dans une certaine mesure ? On peut pas aller jusque-là, mais est-ce qu'aujourd'hui on est au-delà un peu de ça, même si certaines personnes peuvent
peuvent en avoir besoin. On sait que la psychiatrie sauve des vies, hein, donc l'idée n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, je mets ça un peu dans un grand fourre-tout global. Est-ce qu'on a besoin de passer à une autre étape, et qui serait effectivement cette étape du néo-somatoquantique? Moi, je pense que oui, nous sommes, en tout cas pour toute une partie, dans une évolution de paradigme assez fort. Donc, sans effectivement jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que grâce à la psychanalyse, grâce aux techniques de PNL, grâce aux techniques comme l'EFT, etc., on a évolué. Et donc, avant, il fallait raconter son histoire, plonger dans son histoire, c'était très long, et puis on avait compris toute son histoire, mais ça n'avait pas toujours changé d'un point de vue émotionnel. Oui. Et puis avec la PNL et des techniques de psychologie, de thérapie brève ou comportementaliste, on va plus vite, etc. On pense au TCC, au champ des thérapies cognitivo-comportementales, par exemple. Voilà, c'est ça. On va plus vite, on a des résultats un peu plus rapides avec du coaching, etc. Ou avec l'emotional freedom technique, on arrive à libérer aussi plus rapidement. Mais finalement, tout cela doit permettre un changement dans le corps. Parce que le corps est le lieu d'intégration de l'expérience. En néo-somatoquantique, on va appliquer des process psycho-énergétiques qui vont en même temps tenir compte des polarités et de cette conscience qui peut tout percevoir, mais sans être attaché à rien. Donc on peut appeler notre conscience lumineuse, la conscience universelle, la claire nature de l'esprit, etc. Celle qui nous quitte jamais et qui n'a que besoin de se déployer. Si on arrive à faire table rase, si on arrive quelque part à faire retourner dans la vacuité toutes les charges qu'on a accumulées, on n'a plus de problème avec l'histoire de sa vie. L'histoire de notre vie, elle est problématique, ou certains pans de l'histoire sont problématiques, parce que ça altère notre état d'être. Mais si notre état d'être n'est plus altéré, alors on pourrait ne plus altérer son état d'être avec des médicaments ou avec des drogues et des trucs comme ça, mais on sait très bien que sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner, ça va faire trop de dégâts collatéraux. Oui. Donc, si on arrive à libérer tout ce qui perturbe cet état d'être, bien automatiquement, il y a plus de problème. Bah oui, fatalement. Alors justement, dans cette libération, dans ton livre, tu parles aussi beaucoup de se désidentifier à nos avatars, qu'on peut appeler aussi des masques. Hein. Ça dépend. C'est vrai que William Reich parlait des masques, tout à fait, des personas. Et ça, comment fait-on pour déjà identifier son avatar, ses avatars, ce que je joue de moi, ce que je rejoue en permanence de moi? Alors oui, tout à fait. Et là, on a une petite pensée aussi pour nos amis Immanou et Paul Yutao. Hein, d'accord, exactement. Et l'art de la transanalyse. Tout à fait, c'est ce qui m'a fait sourire. Moi, je pense que, d'ailleurs, on en a parlé avec Paul et Immanou, on a des techniques différentes. Eux, ils ont vraiment développé tout un panel pour reconnaître ces avatars et travailler dessus, etc. Et moi, je ne m'occupe pas du tout de ce panel-là, mais pourtant, je parle aussi d'avatars. Mais d'une manière tout à fait différente, c'est-à-dire que face à une situation, moi, je prends toujours la situation dans l'instant présent. Quelqu'un, s'il vient me trouver, il a un problème, peut-être en rapport avec son passé, mais c'est dans l'instant présent qu'il a son problème. Oui. C'est la convergence de tout. Dans cet instant présent, qu'est-ce qui va réagir et quelle image de lui remonte à la surface? Et à partir de ce moment-là, je fais traverser tous les sous-avatars jusqu'au moment où on arrive à la vacuité. Donc moi, mon but, c'est toujours de revenir à la vacuité. Je passe par toute une série d'avatars pour les ramener à la vacuité. Et comment tu fais pour passer cette série d'avatars? J'applique un process, j'applique des process comme l'intégration identitaire quantique dans l'espace-temps simultané. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont un peu compliquées. On est dans l'espace, là, ça y est. Voilà. J'ai donné des noms aux process qui sont assez... ils peuvent paraître perchés comme ça, mais en réalité, ils sont très pragmatiques. Mais je ne savais pas comment les appeler. Alors, j'ai simplement appelé...
comment dire, je dirais la synthèse du process en quelques mots, et puis voilà. Donc après on peut faire l'acquisition identitaire quantique. Pourquoi quantique? C'est simplement parce qu'en fait à des moments je ne parle pas de quantique en tant que physique quantique, je parle de quantique en tant que paradigme quantique. Oui. Nous sommes dans un espace-temps simultané et pas dans un espace-temps linéaire. À partir du moment où on prend conscience qu'on est dans un espace-temps simultané, on sait appliquer des process qui vont à la fois modifier le présent, le passé et le futur. Et ça, c'est une grosse révolution. Alors tu dis aussi que, pardon, pour juger de l'efficacité d'une technique ou d'une thérapie, il faut des résultats tangibles, rapides et durables. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel, la spiritualité, qui enchaînent les stages, qui deviennent de plus en plus perchés, on va dire, avec des guillemets, et qui finalement se créent des problèmes dont ils n'avaient peut-être pas conscience et qui aggravent parfois leur cas et on les voit peut-être moins heureux qu'ils n'étaient avant. Comment tu vois les choses à ce sujet, Joachim ? J'ai envie de dire que oui, le développement personnel, ça peut justement, tant que c'est pratiqué dans une idée de développement personnel, c'est justement ça peut devenir un commerce. Et d'ailleurs, ça devient sur Internet, c'est déjà devenu un commerce. Mais c'est un commerce auquel les gens, quelque part, vont accumuler, c'est pas par hasard que c'est un commerce. Il y en a aussi qui sont très contents d'aller accumuler des certifications, des stages à droite à gauche, etc. Et comme tu le dis, Anne, qui finalement existent à travers leurs problématiques et qu'ils vont essayer de soigner de multiples façons, mais en fait ça renforce leurs problématiques. En tout cas, ça ne renforce peut-être pas la problématique, mais ça peut renforcer l'identification à la problématique. Ou à la victime, voilà. Par exemple, à la victime. Oui. Oui, un avatar de victime. Un avatar de victime. Bon, on connaît le triangle de Karpman, bourreau, victime et juge. Et donc, oui, pour moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de libérer dans l'instant présent, quand quelque chose ne va pas, on libère les trucs, après, profiter de la vie. Profiter de la vie, parce que le bonheur est l'intervalle entre deux souffrances, la souffrance est l'intervalle entre deux bonheurs, donc quand reviendra la souffrance plus tard, vous aurez le temps de vous occuper de ce truc-là plus tard. Voilà. Ouais, et puis tu dis, moi la question que je me pose, et tu en as parlé tout à l'heure, il y a pas la lumière d'un côté et l'ombre de l'autre, et je te cite, qu'est-ce que ce lieu sans forme et sans dimension à la source de la conscience? Tu dis que la vraie source de bonheur, c'est de ne plus offrir de résistance aux fluctuations que la vie manifeste, disposer de toute l'énergie qui nous traverse afin d'œuvrer avec amour. Alors, concrètement, comment envisager donc cette transcendance? Cette transcendance, elle est présente tout le temps en nous. C'est pas quelque chose que l'on doit, chercher ou développer. Elle est tout le temps présente en nous. Et on peut, quelque part, en reculant, en se libérant, je dirais, de tout ce que l'on projette, eh bien, spontanément, on retombe à l'intérieur de cette transcendance. Et quand je dis encore que l'on retombe, c'est encore faux parce que on serait dans une dualité où il y aura un jeu qui existerait, qui tomberait dans la transcendance. Or, le jeu ne peut exister que parce que je suis d'abord une conscience qui observe tout. Oui. Donc, c'est ce que tu appelles la conscience primordiale ? La conscience primordiale, oui. Le maître Mooji, jamaïcain, donc de l'Advaita Zen, peut nous faire aussi goûter cette expérience. Oui, tu as vécu auprès de lui presque 3 ans, hein, c'est ça ? Oui, j'étais au Portugal. Oui. Et j'ai fait des stages et des retraites avec lui pour faire vraiment goûter ce feeling, c'est même plus que ça, c'est cette transcendance, c'est que notre conscience, elle existe avant même que je n'ai l'idée d'être un moi ou d'être un jeu. Avant que je ne m'appelle Joachim, avant que je ne me donne des qualificatifs, avant que je n'ai mon histoire. Et ça, on peut tous en faire l'expérience le matin au réveil. Aux premières secondes du réveil, on se réveille, on est là, on est présent, mais on n'a pas encore son histoire, on n'a pas encore notre prénom. La conscience précède le moi, en fait. La conscience précède le moi. Et je pense que l'issue la plus rapide,
pour sortir des problèmes, c'est de revenir à cette conscience. Alors on peut revenir de plein de façons différentes. Oui, d'ailleurs tu dis le matin, c'est bien d'être, comme on a cette conscience qui est vraiment là, d'être en gratitude et de cultiver ça pour justement éviter, tout de suite de remettre le masque. C'est ça. Le matin, c'est un des moments privilégiés pour ça. Et puis, première chose, de dire merci pour cette nouvelle journée que nous allons avoir. Une journée qui nous est offerte. On ne sait jamais si on aura une prochaine journée. Donc, c'est important. Ouais. Ouais, et un autre point que tu soulignes, qui est la souffrance, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, qui est un indicateur de l'écartement de la voix. J'aimerais bien que tu nous l'expliques. Et quid de l'enfant qui souffre dans sa chair? Je pense à un enfant qui souffre de la faim, par exemple. Est-ce que pour lui, est-ce aussi un indicateur de l'écartement de la voix? Oh, d'accord. Donc j'aime bien parce que tu me cloues un petit peu sur le pilori là pour voir. Donc effectivement. Non, je cherche pas en plus du tout à te piéger, tu le sais, hein, Joachim. C'est vraiment des questions que je me pose aussi. Oui, bien sûr. Mais et j'accueille le fait qu'on soit sans réponse aussi par rapport à ça. Donc en réalité, j'ai observé que la souffrance est un signal. Que ce soit la souffrance physique ou émotionnelle, est un signal qui me fait dire que je m'écarte des paramètres de l'homéostasie. Alors l'homéostasie, juste pour faire un petit... Qui est l'autorégulation des flux, de nos flux internes. De nos flux internes. Mais il y a l'homéostasie psychique et émotionnelle aussi. Donc si je m'écarte de cette homéostasie, de cette autorégulation psychique et émotionnelle, eh bien quelque part la souffrance est en train de me dire que je m'écarte. Et c'est dans ce sens-là, et c'est plus facile à expliquer avec un schéma, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, que je donne cette indication que la souffrance serait simplement le signal que je m'écarte de ma voix, de mon alignement psychique, etc. Évidemment, quand on parle de la souffrance d'un être qui meurt de faim, on ne peut absolument pas dire qu'il s'écarte de sa voix. Il est là où il est. Et il est en souffrance physique et probablement psychique aussi de ne pas pouvoir manger, parce que ça fait partie de ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça fait partie de flux et de circonstances qui sont plus larges et qui l'ont amené à cet endroit-là, malheureusement. Donc il souffre non pas parce qu'il s'écarte de sa voix, il souffre parce qu'il souffre, comme si on me coupe le bras, je souffrirais. Et c'est pas une question de m'écarter de la voix. Oui. Quelle différence y a-t-il entre être et exister, tiens, pour toi? Être, nous sommes, et on ne peut jamais s'arrêter d'être. Et par contre, exister, avoir besoin d'exister, pour moi, exister, c'est chercher à être. Quand on n'est pas conscient que l'on est, on cherche à exister. Et à partir de ce moment-là, on se scinde, on se coupe. Et quelque part, quand on ne cherche plus à exister, alors on accepte d'être et on est conscient d'être là. Et en même temps, ne sommes-nous pas tous en besoin de reconnaissance, par exemple, et cherchons à exister dans le regard de l'autre, d'une manière ou d'une autre, à des degrés plus ou moins différents? Oui, bien sûr. Non, ça je vais pas nier, c'est sûr. Moi, je n'ai pas la prétention du tout de n'être que dans l'être. Je cherche encore aussi à exister. Et l'ego spirituel est probablement une des facettes les plus retors de notre ego. Alors, dans tes nombreuses techniques, tu as mis au point aussi un processus de libération des traumas sur la base d'une méthode qui était basée au départ sur les travaux d'un chercheur serbe qui s'appelait Fingertip Trauma Method, FTTM. Et toi, tu as créé, à partir de ça, tu as rajouté le néo-somato-quantique par-dessus, je dirais, enfin par-dessus ou à côté ou en intégrale. En quoi cela consiste-t-il? Comme ça va nous donner quelque chose de concret. Et quelle différence un peu avec les techniques comme le MDR, le FT, Tipeee ou Matrix, puisque je les mets un peu, il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Ici, on va vraiment en fait couper l'espace-temps. Donc, c'est-à-dire que le trauma, il a laissé l'empreinte. Et quelque part, c'est comme si on est dans un temps simultané, d'accord? Eh bien, c'est comme si la bulle de l'espace-temps passé collait toujours à la bulle de l'espace-temps présent. Et on va les dissocier.
Et la rapidité de la technique et le fait que ce soit complet, quand on dissocie vraiment, on libère, on rend à la vacuité ce que l'on transportait avec soi. C'est un processus qui se fait dans l'espace, debout, etc. On fait tourner la personne. Je l'ai, par exemple, ici je peux le citer parce que elle m'a donné son témoignage et j'en parle dans le livre. La comédienne, metteur en scène, réalisatrice Andrea Bescon, dans le film Les Chatouilles, qui a quand même vécu des traumatismes très puissants. Eh bien, j'ai été la voir à la fin de la représentation d'un de ses spectacles, qui est d'ailleurs tout à fait magnifique, une pièce de théâtre où elle joue tous les rôles, donc Les Chatouilles. Et malgré tout le travail qu'elle avait fait sur elle, et elle avait fait un super travail de résilience, évidemment, parce que pour pouvoir jouer tous les personnages d'une histoire où on était blessé et abusé comme ça, etc., c'est quand même un travail de résilience fantastique. Et là, eh bien, on a coupé l'espace-temps, donc on a en une demi-heure, on a vraiment coupé cet espace-temps-là, et directement après, elle a attendu quelques jours pour appeler, mais elle dormait beaucoup mieux, elle n'était plus attachée, ça ne réveillait plus en fait rien du tout, et donc sa résilience pouvait être complète. Alors moi je pense que la résilience, on peut ou d'abord couper le trauma et puis faire sa résilience, ou faire sa résilience et puis couper le trauma. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Mais je pense qu'il faut faire les deux. C'est pour ça aussi que j'en parle, c'est qu'il ne s'agit pas juste de libérer des charges traumatiques, c'est aussi important de faire une résilience par rapport à notre histoire. Oui, sinon on tombe peut-être dans une pensée un peu magique en disant pof pof c'est nettoyé, et puis en fait il y a vraiment encore quelque chose à conscientiser et à cranter, et puis on est incarné, donc forcément... Il faut que ça fasse corps, il faut que ça prenne sens. Oui. Ce qu'on a traversé doit prendre sens. Dans notre chair. Dans notre chair. Ça prend sens dans le côté de libération et de déploiement, mais ça doit prendre sens. Ça ne revient pas, parfois. C'est-à-dire quand on fait quelque chose qui a fonctionné dans l'instant, le corps a bougé, tu insistes aussi beaucoup là-dessus, que de sentir vraiment que le corps, en plus tu es aussi ostéopathe de formation et kiné, donc pour toi le corps a une importance majeure. Enfin, majeure, dans ce tout. Dans ce tout, voilà. Ce n'est pas séparé, on est bien d'accord. Mais du coup, j'en ai perdu le fil de ma question. Donc, est-ce que ça ne revient pas ? Oui. Au niveau des traumas, non. Au niveau des traumas, avec la technique de Zivorad Slavinsky, donc qui a mis au point, la première technique en FTTM, on pouvait avoir des récidives. Ici, avec le FTTM NSQ, donc un néosomato-quantique, et vraiment en allant au bout de la technique, non, ça ne revient pas. Mais ça s'explique que ça ne revient pas. Quels que soient les traumas. Quel que soit le trauma, oui, prenons le cas d'Andrea Bescon, on va quand même dire que c'est des traumas d'abus sexuels dans l'enfance, que c'est des traumas quand même extrêmement puissants. Cela dit, elle avait fait un travail de résilience avant. Oui. Donc c'est aussi ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais la mémoire traumatique est libérée. Alors si quelqu'un n'a pas fait de travail de résilience avant, la mémoire traumatique va être libérée. Et elle va sentir qu'elle aura de l'espace en elle. D'ailleurs, j'ai eu plein d'autres patients qui sont venus pour des trucs même des fois plus graves et qui ont libéré. Après, effectivement, ce n'est pas parce que on a libéré le trauma que tout d'un coup on est métamorphosé, on est une autre personne. Oui. Non. Quand je dis que c'est libéré, ça veut dire que ça ne répond plus, ça ne réagit plus de la même manière. Et ça permet d'avoir plus d'espace. Donc, comme on décolle de la situation, on peut l'appréhender différemment. Ça ouvre une grande brèche. Ça ouvre une grande brèche, oui. Ce qui nous ramène, en fait, toutes les thérapies peuvent coexister, mais en tout cas, avec la psychoénergétique, avec la néosomato-quantique, on arrive à quelque chose qui est très pragmatique, qui est très focus et qui permet, in fine, de rapidement s'adapter à une situation. Donc, en libérant ce qu'il y avait derrière. Quoi.
Alors, pour pas que ton standard soit débordeux de personnes qui ont envie de se faire soigner par toi, et bon, c'est bien, j'imagine que tu as déjà beaucoup de patients, est-ce que tu formes des gens aujourd'hui en néosomatoquantique, justement, parce que ça donne envie? Oui, je les forme pas encore en néosomatoquantique parce que j'ai donné cours en tant qu'assistant de cours de Zivora Savinsky sur le système PI, donc je donne encore des cours et j'ai formé même des instructeurs qui donnent cours là-dessus. Sur quel système tu dis? C'était le système PIT à la base, Ouais. PEAT, qui était vraiment la base. Puis après, j'ai fait les techniques de libération des flux. Oui. Et puis, maintenant, la néosomatoquantique. Donc, je donne pour le moment ce qu'on appelle un master en psychoénergétique quantique, Oui. avec 15 process. Mais ceux spécifiques de la néosomatoquantique, pour le moment, je ne les transmets pas encore, pour la bonne et simple raison que j'ai observé qu'il faut d'abord apprendre ces 15 processus-là, qui sont très procéduraux, et après, eh bien, toute l'expérience sur le corps, toute l'expérience de la posture, etc. Tu vous connais, Paul et Emmanuel aussi, avec la transanalyse. Il y a, pour transmettre quelque chose qui fait corps avec le corps, ça prend plus de temps. Donc ça, je le donnerai, à mon avis, d'ici 1 ou 2 ans. D'accord. Le temps de mettre ça en place, sur une formation plus longue. Ok, donc tout ça s'intègre. Ouais. Cette dernière question, on arrive à la fin de notre podcast, Joachim Robert Froid. Comment rejoindre l'essentiel dans nos quotidiens pour activer notre éveil? J'aime bien cette question. De faire descendre la conscience qui est on la localise souvent dans la tête, et si on la fait descendre dans le cœur, et qu'on regarde à partir du cœur, pas à partir de la tête, qu'on peut observer la tête qui fonctionne au-dessus, mais à partir du cœur, on se dépose, on est déjà plus là, on est déjà plus en éveil et moins attaché aux événements. Moi, j'aime bien dire que regarder un peu en méta, tu vois, ne pas regarder dans l'identification. Regarder en méta, c'est même quelque part être derrière le cœur, être derrière soi et voir l'ensemble, voir la bulle, voir les interactions, comment elles se produisent. Je pense que c'est une clé très simple, que tout le monde peut appliquer et qui souvent permet de désamorcer pas mal de choses. Et ça permet aussi d'appeler la loi de la manifestation qui est plus puissante que la loi d'attraction pour toi. Ah oui, pour moi, tout est loi de manifestation. La loi d'attraction est une vision de l'esprit, mais quelque part, on n'attire pas à soi, parce que si on attirait, ce serait comme un extérieur et une dualité, un extérieur et un intérieur. À partir du moment où ça se manifeste, on est bien dans l'unité. Et ça, c'est vibratoire. Parfait. Eh bien, Joachim Robert Froid, je te remercie infiniment pour ce podcast. Merci beaucoup, Anne. Je rappelle que tu es l'auteur d'un livre, Le Déploiement Intégral, et ton site internet déploiement-intégral.fr pour suivre tes stages, tes cours, tes ateliers, tes conférences. Tu te déplaces un peu partout en France? Oui, en France, et puis même je donne des stages aussi à l'étranger. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci aussi, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.